Bon alors, justement, ouais, j'étais en train de parler de l'histoire de micro. J'ai passé la semaine à chercher cet enfoiré de micro dans mes cartons parce que on a déménagé il y a 2 mois, il reste encore plein de merdier. Et j'ai toujours pas trouvé le micro. Donc, j'ai piqué la webcam de ma femme qui a un meilleur micro intégré. Je sais qu'il y a un peu d'écho, enfin un peu de son comme dans un tunnel. Ok, j'ai une espèce de montage dégueulasse dessus. Mais normalement, enfin voilà, on devrait m'entendre pas trop mal. Dites-moi si le son est correct de votre côté. Ok, ok. Bon, normalement, enfin, je présume que la semaine prochaine, j'aurai fini de tout dépiler et que j'aurai retrouvé mon micro pro entre guillemets. D'ici là, j'espère que ce que vous entendez est de qualité suffisante. Voilà, c'était la petite intro. Je pense que je vais couper ça au montage parce que c'est un peu, c'est assez inutile. En tout cas, alors oui, mais c'est fait exprès, Sofiane. Vous remarquez mon nouvel effet? Donc la semaine dernière, j'avais réussi à faire des petits machins là autour pour rentrer dans le cadre du VT100. Puis là, pour donner la dernière touche années 70, effectivement, j'ai jauni l'image. Donc c'est parfaitement volontaire. Si c'est dégueulasse, vous me le dites et j'arrête. Mais ouais, je trouve ça rigolo, j'ai fait ça il y a 10 minutes. Hein, donc j'apprends, je continue à apprendre. Voilà. Alors, il manque les pattes def. Alors là, en l'occurrence, je suis plutôt en short. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ici en Espagne, c'est un petit peu la fournaise et encore, ça vient juste de démarrer. Il fait à peine 30 et quelques. Ok, donc les avis sont partagés sur le filtre jaune, donc je verrai si je le laisse ou pas. On mettra ça au vote aussi. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. Aujourd'hui, on va faire des trucs vraiment rigolos. C'est un exercice que j'ai déjà réalisé dans une ou deux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mais pas aussi profond que ce qu'on va faire là. Hey, salut Ketounet, ça fait plaisir de te voir. Pas aussi profond, pas aussi détaillé. En fait, la difficulté de l'exercice là, c'est que le public là que vous êtes est probablement très disparate en termes de connaissances. Typiquement, par exemple, Keltounet va probablement rien apprendre avec cette vidéo, mais par contre, il pourra probablement corriger des bêtises que je pourrais dire. Et puis il y a des gens qui vont possiblement apprendre des trucs, mais qui ont un niveau, disons, général dans la compréhension de la structure de ce qu'est un ordinateur au sens large, on va dire, qui ne leur permettra pas de pousser trop loin. Donc je mets le curseur à une zone de compréhension que je vais considérer globalement acceptable, d'accord. Après, on est sur un stream Twitch, donc je vous lis. Si vous avez des choses à dire, si il y a vraiment des éléments que vous comprenez absolument pas et que vous avez envie d'avoir un petit peu d'explications plus avancées, etc., n'hésitez pas. Il y aura un petit délai entre le moment où je vous lis et le moment où je réponds, mais je vais essayer de rendre les choses les plus accessibles possibles. Alors, j'ai balancé sur Twitter, sur LinkedIn, même sur Facebook, des infos sur ce live. C'était un peu
c'était un peu un putaclic, c'est-à-dire hey, on va installer un ancien Linux from scratch, etc. C'est exactement ce qu'on va faire. Néanmoins, l'objectif de cet exercice, c'est pas juste d'installer un ancien Linux et de le voir booter. L'objectif de cet exercice, c'est de comprendre de quoi c'est fait un OS, un système d'exploitation. Qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans votre machine, comment elle démarre. Je vous avais dit la dernière fois, moi, quand je fais passer des entretiens, quand je faisais passer des entretiens, parce que j'ai abandonné le monde de l'entreprise il y a 2 mois maintenant, 1 mois, ma question numéro 1 au début de l'entretien, c'est donnez-moi votre niveau de compétence, votre niveau de compréhension sur qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation. Et alors, c'était assez surprenant. Très souvent, j'avais des réponses extrêmement, comment dire ça, pompeuse, quoi, arrogante. Ah ben moi 8,5, 9, hein, franchement, moi, je connais vraiment, mais je suis un cador et tout là. Et donc ok, t'es un cador en OS, c'est cool, on va s'amuser, on va pouvoir discuter un peu profondeur. Alors, par exemple, tu peux m'expliquer comment ça boot un système d'exploitation? Hello, Misture. Et en fait, là, on me répondait genre, ah bah oui, mais non, on n'apprend pas ça. Hein. Non, moi, je suis fort en shell, par exemple. Ah oui, mais bon, tu te donnes quand même 8,5 à 9 sur la compréhension d'un système d'exploitation. Ouais, mais c'est normal, ça sert à rien. Enfin, les trucs. Alors évidemment, emplacement du noyau néant. À quoi ça sert finalement un noyau néant aussi? Qu'est-ce que c'est qu'une MBR? Que c'est un BIOS? Stage 1, stage 2, ils connaissent même pas le mot en fait. Et en fait, ça m'a poussé à proposer ce genre de talk ou en tout cas d'exercice pour essayer de faire comprendre ce que c'est finalement, de quoi c'est composé un système d'exploitation. Et l'objectif aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est de dépiler. Je pense pas qu'on en aura assez d'une séance, ça vous commencez à avoir l'habitude, mais je pense que pour bien faire les choses et pour répondre aux questions et pour être le plus complet possible, je pense qu'il faut pas se presser. Faut pas juste. Moi, je jette pas. Vous l'avez vu, hein, je jette pas les trucs en l'air comme ça. Et puis vous vous démerdez. Moi, j'aime bien aller au bout de l'explication et dire voilà, on va créer. Par exemple, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un block device. Bon, c'est quoi un block device? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Etc. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et pas juste, bon, alors on va utiliser DD, avec IF, machin. Non, il faut qu'on rentre un petit peu dans le détail parce que derrière, mon objectif, avec des séances comme celle-là, c'est que vous raccrochez, et vous regardez votre système et vous dites, je comprends déjà un peu plus comment tu fonctionnes. Et ça me plaît. Ok, c'est un peu en mode Matrix, là, je me branche et puis je comprends ce qui se passe. Quand vous bootez votre machine, peut-être dans votre grub où vous avez dans la ligne de chargement du noyau, on va voir ça tout à l'heure, vous avez peut-être le keyword quiet. Moi, c'est con d'avoir quiet, parce que si vous avez quiet, vous voyez rien de ce qui se passe. C'est pas intéressant de ne pas savoir ce qui se passe quand sa machine démarre. C'est ça l'objectif de tout ça, c'est comprendre ce qu'il y a derrière en dessous du capot, comment ça marche réellement. C'est quoi les mots que vous entendez tout le temps, là, device, stage 1, stage 2, MBR, machin, tout ça, c'est quoi en vrai? Donc, ce que je vous propose, c'est ça. Si vous êtes... on pourrait parler de Lilo, je vais pas utiliser Lilo aujourd'hui, on va utiliser même plus simple que ça. Si vous êtes chaud, si vous êtes OK sur le programme,
je vous propose de démarrer au minimum l'explication de ce qu'on va faire. Déjà pour voir un petit peu le programme. Alors, l'objectif, je vous l'ai dit, je l'ai annoncé, c'est, je vais pas dire installer, de créer un système très basique, très basique, au début en tout cas. On verra où ça nous mène tout ça. Elle est très bonne celle-là. Donc Manu qui dit que tu cherches des kernels chauds dans ta région. Ouais. Donc de créer de zéro un système d'exploitation qui va booter depuis un disque qui sera totalement vierge. Alors ça, normalement, vous le faites de façon hyper automatique. C'est-à-dire vous avez votre ISO ou votre ISO, votre image USB, machin, de n'importe quel système d'exploitation. Ce que je vais raconter là est valable et valide pour à peu près n'importe quel système d'exploitation qui tournerait sur machine x86, que ce soit anciennement i386 ou nouvellement AMD 64. Donc 32 ou 64 bits. Et globalement, quel que soit le système, ça fonctionne toujours pareil. Pendant les 2 dernières sessions, donc si vous ne les avez pas vues, elles sont en ligne sur YouTube. Il y en a une sur ma chaîne et une dans une autre chaîne, mais les deux sont linkés sur ma chaîne. Si vous voulez, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Donc si vous avez suivi les deux derniers épisodes, il s'agissait de l'histoire d'Unix, vraiment fondamentalement, et de BSD Unix qui en découle directement. Et on s'était arrêté globalement dans les années 90, justement lorsque finalement les systèmes BSD était en train d'éclore et que dans le même temps un certain Finlandais profitait de la situation un petit peu complexe juridique dans laquelle Berkeley était positionné pour promouvoir un nouveau système qu'il avait créé de toutes pièces ou presque qui s'appelle Linux. Donc l'idée, alors ouais, juste parenthèse, étant donné que je suis sur un micro qui n'est absolument pas directionnel, qui est un micro de webcam et qui capte tout, vous allez peut-être entendre des aboiements de chiens, vous allez peut-être entendre la sonnette, il va peut-être y avoir des bruits parasites, j'en suis absolument désolé. J'ai configuré OBS pour filtrer au maximum, mais il y aura peut-être du bordel. Voilà, juste pour prévenir. Voilà, comme par exemple en ce moment. Donc, l'idée là, c'est de faire démarrer un système d'exploitation, et en l'occurrence, un système d'exploitation Linux, qui date précisément de la date à laquelle on s'est arrêté la dernière fois, à savoir 1995. Alors c'est pas que j'ai une affection particulière pour l'année 95, j'ai pas de liaison spécialement chaleureuse avec Windows 95, etc. J'aimais bien les années 90, je vais être très honnête avec vous. Le son était bon et je suis beaucoup sorti à cette époque-là. Je sors un peu moins là depuis 2 ans, bizarrement, mais voilà, c'était une belle époque. Mais je trouvais ça cool en fait d'utiliser un noyau qui datait de cette époque-là, finalement, de l'époque où tout était en train de naître, quoi. Enfin, Linux était né plusieurs années avant, mais là, on va utiliser un noyau qui est un noyau spécial. En fait, on va booter. Ouais, ça y est, qui est tout né, se la joue et tout. J'étais déjà committeur. Moi pas, mais loin de là même. Et donc ouais, ce noyau il est un peu spécial. C'est le dernier noyau de la série 1 de Linux. C'est le noyau 1.2.13. Et ce noyau, c'est le noyau qui équipait, alors là c'est tout à fait personnel, mais qui équipait une des premières distributions que j'ai utilisées, vraiment utilisées. Je parle pas de tests, etc. Parce que j'ai testé d'autres distributions, en particulier SLS, que Miod voulait que je teste aujourd'hui, mais ça aurait été un petit peu plus complexe. Donc ouais, Slackware 3,
Slackware 3.0, qui avait ceci de particulier, donc elle date de 95. Hein. Ah ouais, alors je vais revenir sur Mio DSLS. Donc elle date de 95 et elle a une particularité. La Slackware 3, c'est que c'est la première distribution Linux qui a basculé du format A.out au format ELF, qui sont des formats d'exécutables, en gros Linux. Pas que d'ailleurs, pas que Linux. Et donc cette distrib, c'était une grosse révolution. Et ensuite, il y a eu la version 3.1 qui est passée au kernel 2.0. 2.0.0. Donc, la Slackware 3 est particulière. Voilà, ça a été la première distribution de nombreux d'entre nous. Et c'est entre autres pour cette raison que j'ai choisi ce noyau. C'était moins simple que j'imaginais. En particulier, KVM, enfin QEMU KVM, galère un peu. Alors, ça le démarre, il n'y a pas de problème, mais typiquement, vous savez, si vous démarrez QEMU KVM, donc parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de virtualisation, enfin c'est un hyperviseur extrêmement léger, relativement performant sous Linux, qui permet de démarrer très très rapidement des systèmes virtualisés. Et en l'occurrence, il y a une option de QEMU KVM qui est moins no graphique, qui permet de ne pas démarrer une GUI et de sortir l'output de l'OS qu'on est en train de démarrer sur la console, sur STD.io. Donc c'est très pratique. Et alors, pour une raison que je ne comprends pas tout à fait, ça ne marche pas avec les kernels 1.2.13, ça ne marche pas non plus avec les kernels 2.0.0. Donc avec la 1.2.13 c'est facile, hein, vous allez voir tout à l'heure quand on charge un kernel ce que ça fait. Ça dit loading Linux 3 petits points, et puis normalement il y a écrit OK, là ça fait loading Linux 3 petits points, O, et là, plus de son, plus d'image. Mais il boot, je sais qu'il boot, mais il y a plus d'image. Et personne pour le moment n'a su répondre à cette question. Et en fait, les premiers kernels avec lesquels j'ai réussi à démarrer en moins no graphique, c'est les kernels 2.4, je crois. Où là, il n'y a pas de problème, ça marche. Bon, j'ai plusieurs hypothèses. Il est possible que le VGA qui sort est soit pourri, soit je sais pas. Parce que typiquement, lorsque je démarre en mode graphique, donc il y a une fenêtre qui pop avec l'output, donc ça marche, il n'y a pas de problème, je vois bien l'output du noyau. Par contre, les fontes sont hyper écrasées, donc je subodore qu'il y a une histoire de VGA un peu moisie, donc voilà. Bon, en tout cas, ça ne nous empêchera pas de faire nos tests, parce qu'il y a un autre mode de KVM qui est moins curses et qui permet de sortir le VGA sur du ncurses, et là en l'occurrence ça marche. Bon. Mais voilà, c'est une petite frustration, je vais pas lâcher l'affaire, il faut que je comprenne ce qui se passe. Donc voilà. L'idée c'est d'utiliser ce kernel pour les raisons que je vous ai exposées, et puis simplement, peut-être, Nils, peut-être que le matériel émulé est trop récent. C'est possible. C'est vrai que je pense que j'ai essayé de lui passer i486 en CPU. Mais peut-être, tu as peut-être raison. J'ai essayé plusieurs cartes graphiques, enfin avec les switches de KVM. En tout cas, pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, on va faire tout de suite d'ailleurs. Je vais passer en mode terminal. Tac. La première chose qu'on va faire, donc je suis dans un répertoire dans lequel j'ai fait tous mes tests, il y a plein de bordel comme vous pouvez le voir. Alors normalement, j'ai réglé mes histoires de résolution. Alors la dernière fois on m'avait dit que le texte était trouble, c'est parce que j'utilisais une résolution d'output qui était toute dégueu. Donc normalement, les outputs des terminaux, etc. devraient être beaucoup plus sympas là.
Bon, je suis en 1096 fois je sais pas combien, et mon stream sort bien par l'IP par laquelle elle devrait sortir, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Bref, j'ai fait plein de fixes. Ok, cool. Donc ouais, c'est ça, j'ai un répertoire dans lequel j'ai fait plein de tests. Et alors la toute première chose qu'on va faire, alors il y a un truc, il y a un truc que je ne sais pas, c'est le niveau global en fait. Parce que typiquement, il y a des choses sur lesquelles je peux passer du temps, mais si tout le monde le sait déjà, c'est pas forcément utile. Par exemple, là, je vais créer ce qu'on appelle un block device. Un block device, bah, comme son nom l'indique, c'est un périphérique de type bloc, c'est-à-dire qui s'adresse sous forme de bloc, à opposer à des périphériques de type caractère, de type char, qui eux envoient de l'info en continu. Je vous donne un exemple très simple de device car. Le port série, c'est un device char. Il envoie des datas en continu et vous les décodez. Un block device, bah, l'exemple typique d'un block device, c'est un disque. Un disque, c'est un périphérique qui s'adresse comme un gros bloc de data sur lequel on va essayer de ne pas utiliser trop d'anglicisme, on va seeker, c'est-à-dire on va pointer à un endroit du disque un élément, une valeur, une donnée. Okay, et un disque dur, hein, tiens j'en ai plein qui sont de carafe là-bas, un disque dur, bah, c'est un device de type bloc. Et il se trouve qu'on peut créer de toutes pièces un périphérique de type bloc avec une commande très très simple du monde Unix qui est dd. dd permet de créer des fichiers. Okay, et dd permet de créer des fichiers de n'importe quelle taille, formatés de plein de façons différentes. Et en l'occurrence, on peut utiliser. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez peut-être déjà fait, on peut faire, que ce soit sous Linux ou n'importe lequel des BSD, etc., et probablement même sous Windows, on peut utiliser un fichier comme périphérique de swap. Vous savez, quand vous installez votre OS, vous choisissez la partition sur laquelle vous allez swapper. Donc, je ne vais pas élaborer sur la notion de swap aujourd'hui, parce que ça cause d'un thème bien spécifique, qui est la mémoire virtuelle. On en a déjà parlé, je ferai un épisode spécial là-dessus. Des fois, soit on oublie de faire sa partition de swap, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Maintenant, en fait, je le fais même plus, je crée plus de partition de swap. Je fais un fichier, exprès pour ça. Et en fait, ce fichier est considéré absolument comme un block device. Ok, et ce block device, comme on dit behind the scenes, derrière la rideau, il est fait avec dd ou l'équivalent de dd. Ok, et dd permet de façon extrêmement simple, vous allez voir, de créer un fichier. Donc, honnêtement, on n'est pas bon parce qu'on connaît tous les flags d'une commande. Bon, il se trouve que dd, on est très nombreux à l'avoir utilisé dans tous les sens et on a d'habitude if, of, machin. Donc, en gros, on a if pour input file. En général, quand on veut faire un fichier vide qu'on va utiliser comme un block device, donc comme un disque, on dit dd if égale dev0. Et dev0, comme son nom l'indique, c'est un device qui donne des zéros. Tout simplement. Hein, quand on l'interroge, il c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sans s'arrêter. Et of égale, là on va créer notre disque. On va lui donner un nom au disque. Ok, on va dire, je sais pas, tiens, donnez-moi un nom rigolo pour le disque. On sait comment il y a du délai là.
Comme vous voulez. Je peux s'appeler n'importe comment. Par contre, il fallait que ce soit Rabbit en premier. Bon bah. Non mais parce qu'après je vais la mettre sur YouTube et tout là, je vais me faire allumer là. Bon allez moi je dis Pimpin c'est bien. Pimpin c'est un bon. Allez Pimpin. Pimpin.img. Le point IMG est absolument arbitraire. Ça pourrait s'appeler Pimpin tout court, juste pour savoir que c'est une image. Et alors, là, vous le savez, hein, pour ceux qui ont assisté aux 2 derniers épisodes, moi alors grand dame des soy boys qui sont dégoûtés que je puisse tailler, etc. Moi, j'ai pas de problème on peut appeler ça troller, moi je troll pas. Moi, je dis des choses que je considère être vraies selon mon point de vue. Et typiquement, je considère qu'aujourd'hui, le monde Linux en particulier est pollué de logiciels qui prennent beaucoup trop de place. Aujourd'hui, même si on peut s'en défaire, monter une machine Linux sur, un système d'exploitation Linux sur une machine qui a moins de, on va dire, moins de 256 MB de RAM et moins d'1 GB de disque, c'est très compliqué. Alors que c'est con, j'aurais dû amener des exemples, mais vous savez, il y a des petits routeurs Wi-Fi. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Phonera. C'était une ancienne boîte qui faisait des petits routeurs Wi-Fi sous Linux. Ces machines-là avaient 4 MB d'espace disque. 4 MB d'espace disque. Et je crois que c'était peut-être 16 MB de RAM. Peut-être moins que ça. OpenWRT, c'est pareil. En l'occurrence, Phonera, c'était, je pense que c'était, oui, c'était absolument d'OpenWRT un peu bidouillé. Donc, et OpenWRT d'ailleurs, t'as raison de ma manière. OpenWRT est encore plus sévère. Je crois qu'il y avait 4 MB de disque et 4 MB de RAM. Et vous savez, pour quelqu'un qui a vécu les toutes premières émanations de Linux, c'est beaucoup 4 MB de RAM. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Et en l'occurrence, on n'a pas besoin forcément de gigs et de gigs d'installer je sais pas combien de packages pour avoir un système fonctionnel. Et donc là, par exemple, ce que je vous propose, c'est de faire booter un système Linux en l'occurrence, avec un ancien noyau, sur une machine qui va avoir un disque de 2 MB. Ouais. Ok. Donc là, c'est assez explicite. BS c'est pour block size, donc on va faire un block size de 1 MB et un count de 2, c'est-à-dire on va avoir 2 fois 1 MB. Ok, donc voilà. Tac, voilà. L'avantage c'est que quand on fait ça, ça va très vite, surtout sur du SSD. Alors je mens pas, hein. Pimpin.img fait absolument 2 MB. Ok. On va jouer avec quelques petits outils sympas. Typiquement, regardez. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil XXD. Donc XXD permet de sortir de l'hexadécimal d'un fichier. Enfin de sortir à l'écran, enfin sur STDIO, la valeur hexadécimale d'un fichier. Donc là par exemple, si je prends on va prendre au hasard 512 octets, 512 bytes de pimpin.img. À votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir là? À votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir là? Rabbit a déjà donné la réponse. Que des zéros.
Et vous allez voir que ça, c'est intéressant. Ça, c'est très très intéressant. Donc là, on a créé un fichier qui en réalité va s'avérer être un block device, qui s'appelle pimpin.img. Ok. On va avoir le cœur net que cette image, on peut absolument, je ne vais pas dire image, que ce fichier peut absolument être manipulé comme un block device, donc comme un disque. Okay. Est-ce que vous connaissez la commande fdisk? Probablement. Okay. La commande fdisk permet de créer des partitions, okay, dans un block device. Eh bien, figurez-vous qu'on peut parfaitement utiliser la commande fdisk sur notre fichier qui représente un block device qui est pimpin.img. Hop, c'est un truc de ouf ou pas? Bon, et sauf que là, bon bah, ce disque il est vide, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de table de partition, il n'y a rien. Alors je fais une petite parenthèse. Il faut que vous sachiez que avant les SSD et avant les disques virtuels, etc., les disques durs, c'était vraiment le bordel. Vraiment, vraiment le bordel. En particulier parce que un disque dur, ou plutôt une localisation dans un disque dur, c'était représenté par... Il y a 3 éléments dans un disque. Le cylindre, vraiment le cylindre, c'est des cylindres en métal là, magnétiques, machin. Je sais pas si j'ai déjà pété un disque dur, moi aussi, et c'est vraiment des cylindres. J'ai vérifié hein, quand même. Dans ces cylindres, ces cylindres, ils sont lus par des têtes. Okay. Je vais vous mettre une photo, vous savez tout ce que c'est un disque dur. Et dans ces cylindres, il y a des secteurs qui historiquement sont des secteurs de 512 octets. Bon. Et bien, historiquement, le premier secteur sur lequel on écrit, c'est le secteur 63. Parce que c'était la fin du premier cylindre. Et on voulait optimiser et aligner les données dans le disque pour éviter d'aller taper sur 2 cylindres quand on a besoin de lire une data. Donc c'est très bien, mais là c'est plus nécessaire. Enfin, on n'a plus besoin de s'emmerder comme ça. Et en particulier là sur un fichier disque qui est un block device mais qui est finalement un fichier, on n'a absolument pas besoin de s'emmerder avec l'histoire d'alignement à 63 secteurs. Donc on va simplement créer on va créer une partition, okay, et donc incidemment une table de partition, une partition une seule, on n'en a besoin que d'une, au premier secteur, donc à 512 octets du début du fichier. Alors vous me dire pourquoi, on ne peut pas juste commencer à 0. Alors si, on pourrait, sauf que il va falloir booter. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Il faut booter. Il faut que l'ordinateur, je le dis au sens large, ait une information de l'endroit sur lequel il y a un système d'exploitation ou en tout cas quelque chose qui va s'exécuter à un moment donné. Okay. Cette zone qui contient un programme spécial qui s'appelle... alors, il y a aujourd'hui... ce que je vais raconter aujourd'hui est un petit peu dépassé, même si les concepts sont strictement les mêmes. Moi, je vais parler de MBR. Aujourd'hui, toutes les machines récentes, tous les OS récents, etc., gèrent GPT, qui est un autre système. Je vais pas rentrer dans le détail de ça, premièrement parce que j'en suis incapable, parce que je me suis pas encore assez renseigné dessus. Et deuxièmement parce que ça reste un standard de fait, la MBR, et qu'il faut comprendre comment ça marche de façon générale, parce que c'est quand même le système qui est encore beaucoup utilisé, en particulier pour les machines virtuelles. Donc, tout ça pour dire... Ah oui, et une chose, cette MBR, donc ce programme minimal, je vais en parler un petit peu après, il a une taille qui ne peut pas dépasser 440 octets. D'accord ?
Donc, on va se garder, en fait, on va réserver 512 octets, 512 bytes, et donc placer notre première partition, notre seule partition, à 512 octets du début. Ok? Je veux être sûr que je perds personne, hein, parce que je vois beaucoup de monde parler qui semble être déjà super à l'aise avec le sujet. S'il y en a parmi vous qui sont déjà largués ou qui ont besoin de rentrer plus dans le détail, vous me le dites. Hein. Ok. Donc, on va créer une partition qui commence à 512 octets du début du disque. Donc, à partir de maintenant, je vais parler de disque quand je vais parler de cette image, de ce fichier, etc. qu'on a créé, qui est un block device. D'accord? Donc, je vais faire un disque. On y va. Donc, alors, les commandes, moi je les connais, mais vous avez un help qui est relativement bien fait. Bon, c'est n pour new. On veut une partition primaire. Alors ça, c'est, cette partie-là, ultra historique sur les partitions primaires, extended, etc. Je vais pas m'étendre dessus. Surtout que, en l'occurrence, avec des systèmes modernes comme LVM, etc., ça a vraiment plus beaucoup d'intérêt. Sachez juste que historiquement, des partitions primaires, on peut en avoir 4 sur un disque. Et bon, voilà, ouais, l'histoire de primary extended, avoir des partitions extended dans les primary, etc. C'est un peu old school. C'est pas très intéressant. Ok, on va rester donc sur une partition primary qui va être donc la première default. Et là, donc c'est là où si on avait été en train de manipuler un disque physique ancien, on aurait probablement dit 63 pour le premier secteur. Mais là, en fait, on est sur une image sur laquelle on est totalement maître du nombre de blocs, etc. Donc on va rester sur le secteur numéro 1, qui donc, je le rappelle, va être à l'octet 513. Parce que de 0 à 511, ça fait 512. Donc on va être 512 octets plus tard. Ok ? Voilà. Et on va prendre toute la taille, qui est 4095 divisé par 512, ce qui fait 2 MB. Donc voilà, il a créé une partition de type Linux. Ok. Faut pas oublier un truc. Il faut pas oublier de l'activer, cette partition, pour que la MBR, le programme dont on va parler tout à l'heure, puisse la repérer comme étant une partition sur laquelle il peut démarrer, ou en tout cas sur laquelle il y a un programme qui peut être appelé, qui peut être démarré. Donc c'est très facile, on active avec la fonction A, voilà, qui déclare la partition 1 comme étant bootable. Donc ça met simplement un flag, donc une valeur dans l'entête de la partition. Ok ? Une fois qu'on est content, on écrit ça. Alors je lis quelque chose que Kaltouni a écrit parce que je pense que ça va être très intéressant. Une première différence entre Linux et BSD, le premier respectait la limitation du MBR, BSD s'en affranchissait avec les labels. C'est vrai. C'est vrai. Très rapidement, moi je me souviens pas d'avoir utilisé aucun BSD qui n'avait pas de base disk label, et je parle de ça, mon premier c'était FreeBSD 2.2.2 et c'était déjà du disk label. Donc effectivement, et du coup, Keltouna, tu sais, ça a été comme ça depuis le début. Enfin, est-ce que Disk Label était présent dès le début sous Ah, ça vient de 390. Ah oui, donc oui. Ah bah c'est voilà, super. Ça fait la liaison avec l'épisode de la dernière fois. Disk Label est un héritage de 386 BSD. C'était beau. C'était même pas pour près. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une table de partition. D'accord? Si je regarde le contenu
de mon disque. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait plein de zéros. Ok. Et bien maintenant, on a plein de zéros et un truc ici. En fait, qui simplement décrit la partition qui a été activée. Et on va remarquer un truc très spécial ici, là. Vous voyez à la fin de ces 512 octets, on a une valeur là, 55 AA. Et bien ce 55 AA, c'est la signature d'une MBR en fait. Vous voyez ici là, ça, donc je suis sur Wikipédia Master Boot Record. Et en fait, à la fin, ok, à l'octet 511, pardon, à l'octet 510, on a 0x55 et à l'octet 511, 0xAA. Et c'est la signature d'une MBR standard. Ok. Bon, par contre là, pour le moment, on n'a absolument rien qui nous permet de démarrer. On a juste une table de partition qui décrit voilà, une partition sur ce disque. Okay. Il va falloir inscrire cette MBR. Alors il y en a plein des MBR. Il y en a, vous en connaissez au minimum une, enfin des programmes qui proposent des MBR. Donc vous en connaissez au minimum un de ces programmes qui est Grub, qui est le bootloader le plus populaire sous Linux. À l'époque, en l'occurrence sur Slackware 3, il y avait un bootloader qui s'appelait Lilo, qui était un véritable enfer. Une fois sur deux, on se chiait. Bon, en tout cas, moi, une fois sur deux, je me chiais. Je vais utiliser ni l'un ni l'autre. Je vais utiliser un bootloader très 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 simple qui s'appelle SysLinux, SYSLINUX, qui est souvent utilisé pour créer des bouts de disques, que ce soit, alors les CD moins aujourd'hui là, mais des clés USB, des ISO bootables, etc. Et il a ceci de particulier que il permet vraiment très simplement d'avoir un système d'amorce. Alors, faut que je vous raconte quelques petites choses. Je vous avais dit que ça allait pas être simple, cette histoire d'amorce. Je vais déjà inscrire dans l'entête du disque, donc dans les 512 octets qui sont réservés à la MBR. D'accord ? Je veux vraiment démystifier le truc. Ce qu'on appelle la MBR, c'est un programme. C'est un programme qui va être appelé par le BIOS. Ni plus ni moins. Il se trouve que c'est un programme extrêmement petit. Il fait 440 octets maximum. Donc il fait vraiment très peu de choses. Et en l'occurrence, le code source de ces MBR est généralement en assembleur. Et son job dans la vie, à cette MBR, à ce MBR, c'est d'aller chercher dans la partition active. Vous vous rappelez, avec F10 qu'on a activé une partition pour dire c'est là-dessus qu'on peut booter. C'est d'aller chercher sur la partition active ce qu'on appelle le VBR, le Volume Boot Record, qui lui, typiquement, va appeler un programme plus complexe. Vous savez, dans Grub, quand vous chiez, il est assez probable que vous chiez au stage 1. Et le stage 1, c'est ça en fait. Le stage 1, c'est la MBR potentiellement qui va appeler quelque chose et vous allez passer en stage 2. Okay, stage 2, ce serait la VBR. Lorsque vous chiez en stage 2, par exemple, c'est moins grave. Parce que vous avez tout de suite un programme beaucoup plus complet. Et quand je dis programme, c'est un programme, un vrai programme. Donc Grub en tant que tel, avec toutes ses fonctions, avec plein de trucs embarqués, etc., qui vous permettent de débugger. Quand vous chiez en stage 1, c'est plus relou là. Parce que vous avez vraiment pas beaucoup de choses à votre disposition. Donc en l'occurrence, là, ce qu'on va inscrire
dans l'entête de ce disque, eh ben, c'est un stage 1, c'est une MBR brute. Alors il se trouve que, donc évidemment, SysLinux propose une MBR fonctionnelle, très très simple, évidemment. Avec quoi on va l'inscrire? Je vous le donne en 1000, avec DD, forcément. Et donc, en input file, cette fois, on va pas avoir /dev/0, on va avoir, j'ai préalablement downloadé cette fameuse MBR, mbr.bin. Alors regardez, je vais juste, pour que vous voyez qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Voilà, ça, c'est le code hexadécimal, en tout cas c'est la représentation hexadécimale de cette fameuse MBR. Vous voyez que dedans, il y a des chaînes de caractères là, qui potentiellement pourraient être affichées par SysLinux, en tout cas par cette MBR, s'il n'y a pas de système d'exploitation, ou en tout cas pas de partition sur laquelle il y a des choses à lire. Ok. D'ailleurs, on va faire l'expérience, on va le faire maintenant. Donc on y va. dd if égale mbr.bin, of ça va être pimpin.img. Je vais spécifier que on va dumper un block size de 440 octets. Comme je vous l'ai dit, c'est la taille d'une MBR classique. C'est pas un mais, c'est pas un mais au sens MAY. C'est réellement, en vrai c'est 446 hein, la taille maximale, mais les 6 derniers octets sont réservés. 440 octets, c'est la taille que doit peser une MBR. Il n'y a pas de passe droit quoi. Il faut que sur les octets suivants, il y ait plein d'autres informations, et notamment cette fameuse table de partition. Ok, s'il n'y a pas de table de partition, on est un peu baisé. Hop. Donc voilà, et je vais ajouter un flag à DD qui lui instruit de ne pas tronquer le fichier à la fin de ce DD. Ok, donc no trunk. Sinon, il va me stripper le fichier qui va faire à la fin 440 octets. Hop, voilà. Donc là, je sais plus qui disait tout à l'heure, qui a pas baisé une fois son disque avec DD. Bah là, typiquement, c'est un truc où on pourrait totalement niquer son disque avec. Heureusement, là, on est sur un disque virtuel. Et là, si je fais... Rappelez, tout à l'heure, on n'avait rien sur les premiers octets du disque pimpin.img. Et là, maintenant, boum, on a notre MBR. Ok, que j'ai inscrit simplement, je l'ai dumpé sur le début du disque, comme j'aurais pu le dumper sur un disque réel. Et alors je vais vous raconter une bonne blague. Figurez-vous que pendant que j'étais en train de préparer ce petit atelier, je l'ai fait sur un des disques de ma machine. Fort heureusement, c'est pas un des disques qui boot, en tout cas normalement. Mais regardez, juste pour vous convaincre que c'est exactement le même système avec un disque physique et un disque virtuel. Vous voyez là, je vais afficher les 512 premiers octets de la partition SDC1. Oui, alors voilà, forcément. Boum. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? SysLinux. Bah ouais, j'ai fait de la merde. En tout cas, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est notre MBR de 512 octets qui équipe désormais notre block device. Ok, on va essayer de le booter. Ok, ça va pas faire grand chose, mais on va quand même essayer de le booter. Je sais pas ce que ça va donner ici. Ouais, je vais essayer ici. Alors, laissez-moi retrouver là, comme parce que c'est un petit peu relou la commande QEMU. Voilà, hop. Alors, bon, je suis obligé d'être route pour lancer QEMU, enable KVM. Donc KVM, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'accélération matérielle, donc l'utilisation des fonctionnalités VT des processeurs Intel et AMD qui rendent la virtualisation quasiment ce qu'on appelle near native speed. Voilà.
Je vais pas préciser de quantité de mémoire, quoique si, en fait on a besoin de rien du tout, donc je vais mettre moins M4 pour 4 MB. Et je vais dire que mon disque HDA, donc c'est pimpin.img. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis là? Rappelez-vous, je vous ai dit que la MBR, son unique job dans la vie, c'est d'aller repérer dans les partitions actives quelque chose qui peut prendre la main, quelque chose qui peut s'exécuter pour passer à la suite. Ok? Donc là, il n'y a pas de VBR en l'occurrence, c'est bien vu, Xdoomer. Ouais, probablement West Not Found ou qu'est-ce que c'est? Missing. Moi, je dirais Missing. Je me rappelle plus, hein, mais je pense que c'est Missing Operating System. Allez, on y va. Ah merde, vous n'allez pas le voir. Hop, hop. Vous le voyez là ou pas? Je le refais. Ah, est-ce que j'ai démarré en... Ah oui, mais je peux démarrer en graphique normalement là. Je sais pas ce que ça va donner non. Si, c'est bon. Hop. Alors, Missing Operating System. Et ça, c'est un message qui est directement issu de la MBR, comme vous voyez ici. Voilà. Donc Missing Operating System, en gros, la MBR, c'est pas quoi aller chercher, où, quoi, quand, comment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc je vous rappelle que pour le moment, on a un disque qui a une MBR, qui a une partition, mais cette partition, il n'y a rien dessus. Ok, elle n'est pas formatée, rien. Cette partition, après je vous rappelle, on a un peu corsé l'exercice dans le sens où c'est un fichier, donc il n'y a pas de device associé, on est obligé de bosser avec le fichier. Néanmoins, on peut utiliser, parce qu'on a besoin de quoi là? On a besoin d'un système de fichiers sur cette partition. Si on ne met pas de système de fichiers, on peut juste coller des données comme ça brutes, ok? Mais on a besoin d'un système d'exploitation derrière, on a besoin de quelque chose avec des noms de fichiers, avec des répertoires, enfin ce genre de trucs qui peuvent être assez utiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va littéralement créer un système de fichiers sur cette fameuse partition qui va contenir notre système d'exploitation. Ok? C'est pas super compliqué hein, pour l'instant ce que je suis en train de dire, on est d'accord? Pour faire ça, on va utiliser MKE2FS que vous connaissez peut-être. Par contre, ce que vous savez peut-être pas de MKE2FS, c'est que il y a des options un peu mystères. Deux d'entre elles sont, alors je rappelle, on va booter, je sais même pas si on va le booter aujourd'hui parce qu'il est déjà 4h-5. On va booter un ancien noyau. Alors, rappel des faits. Le noyau, c'est l'élément de votre système d'exploitation qui gère plein de choses, qui gère en particulier le file system. Et dans Linux 1.2.13, il y avait déjà Extended2, qui est un système de fichiers. Mais par contre, c'est pas la version Extended2 de 2021 qui gère Extended4 et qui gère plein de trucs. Fort heureusement, il y a un flag de MKE2FS qui s'appelle -R, si je dis pas de bêtises, -R0. Et ça, c'est pour dire qu'on va utiliser la release 0 de Extended2. Donc une ancienne release. Et je vais également utiliser un autre flag qui est -E pour dire que je vais utiliser une extension de MKE2FS qui est l'extension offset. Pourquoi? Parce que si je fais un MKE2FS de pimpin.img, qu'est-ce qui va se passer? On va me claquer un file system sur toute l'image, sur tout le fichier. C'est pas ce que je veux, j'ai une MBR. Moi, je veux un système de fichiers à partir de la partition. Voilà, exactement. Donc, je veux un offset, je vous le donne en 1000 de 512. Je veux commencer à 512. Et donc, offset égale 512 de pimpin.img.
Ok. Et donc là, je vais créer un système de fichiers. Bon, alors attention, il y a une partition DOS, machin, t'es sûr? Ouais. Oui, je veux. Voilà. Alors là, ça commence à sentir bon. Maintenant que j'ai fait un système de fichiers sur cette partition qui existe, qu'est-ce que je peux faire? Je peux la monter. Mount. Alors c'est pareil, mount prend aussi... Alors on va utiliser la fonction loop de mount parce que c'est un fichier et qu'il y a une petite sauce interne qui va mapper le fichier à un device qui s'appelle un loop device pour pouvoir l'adresser comme un device classique dans /dev. Mais on s'en fout, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on va mounter en fait un fichier à un offset parce que mount aussi supporte les offsets, donc on peut lui dire de mounter à partir d'un offset, pardon. Je vais juste vérifier que j'ai rien de mounté dans le répertoire en question parce que j'ai fait pas mal de bêtises tout à l'heure. Non, c'est bon. Donc, ce que je vais mounter, c'est pimpin.img et j'ai un répertoire MNT que j'ai créé pour l'occasion. Pouf! Et là, magie, j'ai un répertoire dans lequel est montée la partition qu'on a créée tout à l'heure avec fdisk et qui maintenant a un système de fichiers, comme le montre le répertoire lost plus found, qui est un répertoire dans lequel se trouvent les sous format de fichiers texte les inodes qui auraient été corrompus lors d'un crash ou lors d'une défaillance de disque, etc. Donc pourquoi je l'ai monté en fait? Parce que j'ai besoin de le monter pour utiliser le fameux ext Linux. Cette fameuse, donc c'est ext Linux, c'est un des exécutables issus du projet syslinux qui permet de très rapidement, très simplement installer un boot manager. Ok? Et ça s'utilise de façon extrêmement simple. Ext Linux -install dans MNT. Alors qu'est-ce que ça fait ce ext Linux? Eh ben, ça va installer premièrement notre fameuse VBR sur le device en question. Deuxièmement, installer les fichiers nécessaires au boot. Donc les fichiers nécessaires, c'est un fichier qui va être appelé en fait par cette VBR. En réalité, la VBR est un pointeur sur ce fichier. Et puis potentiellement un fichier de menu qui va permettre de choisir différentes versions sur lesquelles on voudrait booter. Ok? Donc là, j'installe. Là, vous voyez, ça dit que MNT est un device, est monté sur le device devloop 0. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, quand on fait mount-o-loop, il y a une petite mécanique derrière en fait, qui associe l'image à un device, un device dans /dev. C'est pour réaliser ce genre de petites astuces. Ça pourrait se faire à la mano, mais bon, franchement, c'est pas très intéressant pour l'exercice. Donc voilà, donc normalement maintenant, dans MNT, j'ai ldlinux.sys qui est réellement le bootloader, ce qui va être appelé, ce qui est collé à la VBR en réalité, et ldlinux.c32 qui est la partie visuelle en fait de syslinux et du menu de boot. Donc là, moi, je peux umunter MNT déjà tel quel, et je peux, normalement, si j'ai rien oublié, je peux booter. Mais je vais booter sur rien. Mais je vais quand même avoir un bootloader, ce qui est quand même assez énorme. Enfin, je sais pas pour vous, mais personnellement, je suis assez content d'avoir un bootloader là déjà. Donc on va essayer. Donc je reprends ma ligne de tout à l'heure. Tac, tac, tac. Alors, si on ne sait pas chier, normalement, je devrais avoir une invite de boot. On va voir. Pouah! C'est beau ou pas? C'est magnifique. Alors bon, il y a quelques petits trucs à voir. Hein. Typiquement, on a un warning, il n'y a pas de fichier de configuration. Effectivement, on va voir que il faut un petit fichier de configuration pour faire booter un noyau en fait, où aller chercher, etc. Et on a cette fameuse invite de boot. Alors qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur entrée là?
Je pense qu'il va se passer pas grand-chose. Ah oui, il n'y a rien en fait. Notre file system, il est absolument vide. Il n'y a rien. Néanmoins, on vient de créer de toutes pièces un disque qui a une MBR, une VBR et qui est prêt à démarrer sur quelque chose. Alors, ça fait déjà 1 heure que je cause, évidemment. Donc, ce que je vous propose, on va faire booter ce kernel. Il n'y a pas de raison, on va pas s'arrêter tout de suite. Par contre, je vais garder pour une prochaine séance la suite des opérations. Je vais en parler juste après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va remonter notre fameux disque virtuel. Donc, pour l'instant, je vous rappelle que dans notre disque, dans notre partition, on a uniquement ce qui est nécessaire à avoir un bootloader. On n'a rien d'autre. Alors, j'ai préparé ce fameux fichier de conf qui est d'une simplicité enfantine. Donc, la doc de SysLinux est relativement bonne. Hein. Bon, voilà. Enfin, je pense que les defaults sont assez explicites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va booter sur un noyau qui s'appelle VM-Linux et le root file system va être sur /dev/hda1. Ceux qui ont, enfin les plus récents les plus jeunes d'entre vous vont sûrement me dire ah, tu t'es chié, t'as mis HD1 au lieu de SDA1. Eh ben non. En fait, avant, il y a je ne sais pas combien d'années, lorsqu'on avait un disque dur IDE, il était labellé HDA. Lorsqu'on avait un disque dur SCSI, il était labellé SDA. Et c'est uniquement depuis le merge finalement de la gestion de ces contrôleurs en juste SDA que maintenant tous les disques s'appellent SDA, que ce soit disque USB, IDE, SCSI, peu importe. Donc voilà, on va copier. Alors, je suis monté là? Ouais. On va copier cette configuration dans notre partition. D'accord? Par contre, pour l'instant, j'ai pas de kernel. Alors, je l'ai préalablement downloadé. Kernel 1.2.13 qui provient donc d'une Slackware 3. Et on va copier ce fichier. Bon, il me dit DOS MBR boot sector, pas vraiment. Faut bien comprendre hein, que ce qui se passe dans toute cette chaîne là de trucs qui chargent un programme, qui chargent un autre programme, etc. L'objectif est de charger, de loader, de charger ce fameux noyau, ok, qui va écraser le programme précédent. D'accord, on parlera un petit peu de ces histoires de mode réel et de mode protégé la prochaine fois. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement copier mon noyau VM-Linux dans MNT. J'appelle sync simplement pour vider les buffers et s'assurer que la copie s'est bien terminée. Et là, voilà, on a maintenant dans MNT le strict nécessaire pour démarrer un noyau. Ok, donc je vous propose de le faire maintenant. Alors je vais changer de terminal parce que comme je vous ai expliqué au début, le moinographique ne fonctionne pas avec le kernel 1.2.13. Il est possible que ce soit lié à... En fait, j'ai vu dans les sources du kernel 1.2.13 un commentaire qui dit que printk ne sait pas encore utiliser la console générique et que donc ça ne sait pas encore écrire sur le serial. Donc c'est peut-être lié à ça, mais je pense que c'est plutôt lié à une histoire de VGA parce que en essayant de jouer avec les flags VGA égale, j'ai eu un message du kernel lisible
en moindographique qui disait hey, qu'est-ce que t'es en train de faire, c'est pas un mode toléré, donc mange tes morts et mets une valeur normale. Donc voilà, j'ai pas fini ce truc là, mais peut-être que d'ici la prochaine fois j'aurai des pistes. Donc en tout cas, tout ça pour dire que je vais passer sur un autre terminal pour démarrer ce boot en mode cursize. Voilà. Il claque ou pas mon terminal? Alors, donc là c'est cursize, donc je vais juste comme un vilain prendre une commande que j'ai déjà utilisée. Voilà, donc qu'est-ce que je fais ici? Alors, juste rappel, donc mon mode moins graphique ne fonctionne, moindographique ne fonctionne pas. Moins cursize, en fait, fait appel à la lib SDL pour afficher l'output de KVM sur cursize. Je ne sais pas quel type de magie il y a derrière, mais en tout cas, le fait est que ça marche. Comme en tout cas on espère, comme on va le prouver maintenant. Donc là on a bien notre bootloader qui fonctionne, qui est là, vous avez vu, il n'y a plus de warning. Et là qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, un kernel 1.2.13 qui a lamentablement foiré après le montage de son file system. Que se passe-t-il? Quel mystère se cache derrière cet arrêt? Eh bien, c'est avec ce suspense insoutenable qu'on va arrêter cette vidéo. Parce que ça fait déjà 1h10 et que la plupart des gens qui vont voir ceci en replay vont s'être endormis. Mais je vous garantis. Mais ouais, le cliffhanger. Moi, je vais, à la fin, là, moi, je vais écrire des films. Vous imaginez le cliffhanger là? Sylvester Stallone, il a, mon Dieu, ça bouge pas. Et là, pim. Next épisode, lipsé, compilation gna extraction de certaines libs, des packages Slackware et tout. Ça va être dingue. Ça va être dingue. Si vous n'êtes pas là, vous allez le regretter, hein, je vous le dis. Bon, en tout cas, on a fait booter un kernel ancien. Est-ce que je peux remonter là? Non. C'est nul, je peux même pas remonter là. Qu'est-ce qu'on peut regarder de rigolo là? Bon, pas grand chose. Pourtant, pourtant, il voit bien TTY00 là. Bon, j'ai pas fini avec ça là. Hein. Peut-être que si je mets un... Ouais, bon, je vais essayer des trucs après là. 4 MB hein, 4 MB. Vous voyez ça? 3968K. 4 MB. Processeur nia nia nia. On a une pile TCP/IP. Avec ICMP, UDP, TCP implémenté. Et regardez-moi ça là. Hein? Vous vous rappelez la dernière fois? Je fais une petite parenthèse encore sur les histoires de portabilité. Pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, vous vous rappelez l'emphase que j'ai mis sur l'importance de la portabilité et une des raisons pour lesquelles j'exècre les softs tels que systemd où leurs auteurs se mettent d'emblée contre la portabilité parce qu'ils en ont rien à branler. Eh ben, si tout le monde avait fait pareil, hein, si la portabilité n'avait pas été un élément moteur des systèmes qui ont été écrits par les grands anciens, eh ben il n'y aurait pas ça, hein. Il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas TCP/IP, il n'y aurait pas tout un tas de trucs embarqués dans nos systèmes d'exploitation modernes. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé de cette façon-là que aujourd'hui on est capable de faire ce petit live et de bien s'amuser ensemble, je l'espère. Voilà. Pour cet épisode, j'ai plus grand chose à vous dire parce que la suite est palpitante. Donc, je vais killer la fenêtre.
Et on va apprendre pas mal d'autres choses. Je me doutais que j'allais dépasser, hein, et que j'allais pas avoir le temps de tout faire, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que on a vu des trucs, je pense, assez rigolos. J'espère que j'ai démystifié des choses pour certains d'entre vous. Je vais préparer. Je n'ai pas oublié de cliquer sur Start Recording, donc je devrais pouvoir envoyer ce live sur YouTube dans les minutes qui suivent. Oui, je me doute que vous vous doutiez que j'allais dépasser. En tout cas, c'était un vrai plaisir de faire ce live encore une fois. Je pense que ça risque de devenir régulier. Je sais pas à quelle fréquence encore, mais j'aime vraiment ça. Et je vous remercie tous pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Franchement, c'est un énorme kiff. Vous m'avez tous chopé sur IRC, sur Twitter, sur LinkedIn, machin, pour me dire que vous aimiez le modèle et tout. Donc je pense que je vais continuer. Et puis, je sais pas, peut-être que ça pourra devenir quelque chose de plus continu. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de sympa autour de ça. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. On votera sur le prochain épisode. J'aimerais bien pas attendre une semaine et le refaire pendant que les choses sont encore relativement chaudes, hein. Rappelez-vous, on a démarré le kernel et il se passe, on sait pas trop quoi. On a a priori mounté la partition slash, mais il se passe rien. Donc réfléchissez-y, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi on voit rien? Parlez-moi-en, que ce soit dans le chat ou sur Twitter, et on déroule le mystère la prochaine fois. Des bisous, ciao à tous, et bon week-end. Ciao.